On a enregistré. Ça marche. Ok. Bon, Jo, bienvenue à Un pavé dans la mare. Merci. Tous m'appellent Chou. Ouais. Celui-là, il est né, c'est vrai, sur la route. Il est né d'une concordance de plein d'énergie, de plein de gens autour, des producteurs, des DJ, des rappeurs, des danseurs, de plein de gens rencontrés, de plein de scènes, de plein de groupes croisés. Une ambiance vraiment un peu plus, c'est ce qui lui donne cet aspect un peu plus brillant. L'autre a plus été fait à huis clos, dans un tout autre état d'esprit. Et puis c'est vrai que, bon, en plus, certains événements de ma vie font que je vois les choses sous un angle différent. Puis un peu aussi d'évolution. À 14 ans, j'espère avoir un peu évolué aussi. Mais c'est vrai que ouais, c'est fort de tout ça. C'est fort de toutes ces expériences-là que le deuxième arrive. Et il y a un message d'espoir. Mais c'est vrai qu'en termes de sujet, de préoccupation, on est sensiblement quand même, je reste quand même le même artiste. Sinon que maintenant, ouais, j'ai encore plus de raisons d'ouvrir ma gueule parce que je vais laisser du monde derrière quand je me barre. Oui, bien sûr. C'est un peu sorti de ce qu'on écoute généralement en médias. Ben, c'est plus les mêmes préoccupations. C'est vrai qu'il y a eu la fameuse, entre guillemets, l'âge d'or du hip-hop dont tout le monde parle. C'est un peu cette période, si tu veux, bien que j'aime moyennement l'expression, mais c'est un peu une période où c'est vrai que le rap avait d'autres préoccupations, d'autres sujets, d'autres valeurs aussi, puisque maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de groupes qui font du rap, point. Comme une musique, comme de la soul, comme de ce qui n'est pas... Après, il en faut pour tout le monde. C'est vrai que nous, on a un peu plus le sentiment toujours d'appartenir à une culture hip-hop, et donc avec les valeurs que ça doit colporter. Et puis on a gardé aussi... Nous, on a rencontré le rap, on a commencé par la danse, comme tout le pays. Hein. Mais après, très vite, quand les MC sont arrivés, nous, ce qui nous a intéressé dans le rap, c'est le côté plus journaliste urbain, plus... prise de position engagée, dénonciateur, sans oublier bien sûr le côté festif, parce qu'on va en soirée, moi je suis danseur à la base, donc j'aime la percussion, j'aime quand ça swing aussi. Mais c'est vrai que pour l'écriture, c'est cette facette-là du rap qui nous a accroché le plus, et qu'on a gardé jusqu'à maintenant. Alors ça, le groupe IAM était un peu considéré comme un précurseur du rap français, et tu as toujours été spécialisé comme rappeur engagé. Le rap contestataire, d'après toi, a-t-il une place? Est-il assez mis en avant en ce moment dans le mouvement actuel? Non, il l'est moins. Il revient un petit peu là avec quelques artistes, mais il l'est moins. Mais ça a toujours été comme ça. Hein. Le rap a toujours eu des périodes de surmédiatisation de certains aspects et d'autres après par la suite. Il y a toujours eu, à un moment donné, la danse avait disparu aussi beaucoup jusqu'à ce qu'elle revienne à travers les clips de rap et qu'après elle prenne son envol. Voilà, c'est plein de choses aussi. Le rap a aussi, pendant un moment, été beaucoup moins médiatisé, mais il y avait toujours autant d'activités. Mais il fallait juste avoir la démarche d'aller chercher, jusqu'à un moment donné, après une période où il est revenu encore un petit peu sous les feux de la rampe. Ça a toujours été comme ça. Le rap qui est proposé aux gens et qu'on médiatise en ce moment n'est pas forcément représentatif de tout ce que peut faire le rap. Le seul problème, c'est qu'en ne médiatisant que ce côté-là, les gens finissent par croire que ce n'est que ça. C'est juste ça. C'est là qu'on rentre dans le cliché. C'est juste là où le bas blesse et c'est là où on rentre dans le cliché. C'est là où, après 25 ans d'existence dans le panorama musical français, tu te retrouves encore à essayer de justifier ta présence. Mais tu penses pas aussi que des fois les médias ils s'en jouent un peu trop de ça, de catégoriser en fait le rap. Mais ça vient des médias. Ouais, ça vient des médias là-bas. C'est une volonté des médias, même si beaucoup quand même par rapport à il y a quelques années, on voit quand même un peu plus de rap à la télé, même si ça reste sur des chaînes pas majeures, mais voilà, des chaînes moyennes ou du câble, des choses comme ça, on en voit quand même un peu plus. Mais c'est vrai que c'est le rapport qu'ont les médias dès le départ, la volonté d'en faire une musique de consommation rapide. Et depuis 25 ans, alors à la fin, c'est lassant de revenir chaque fois en réouvrant les mêmes portes. Tu sais, quand tu n'arrêtes pas de défoncer chaque fois la même porte, au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas finir par te faire mal et tu vas finir par te lasser peut-être. T'as pas l'impression, toi, vu que ton album tu l'as fait en auto-prod, t'as pas eu l'impression que tu as rencontré beaucoup plus de difficultés par rapport à l'ancien temps, ou même à Où je vis par exemple? Oui, bien sûr, mais Où je vis, je ne l'ai pas fait en autoprod, donc c'était encore d'autres structures, c'était d'autres supports. Là, les temps ont beaucoup changé. C'est vrai que l'album, il a eu une période de gestation de 2 ans et demi. Alors, on avait fait un tour auprès de certaines majors beaucoup plus tôt qui n'ont donné aucun résultat, donc au bout d'un moment, après, il fallait prendre une décision, tout simplement. Mais après, aussi, on sait aussi avec IAM, même si IAM reste une grosse machine, on sait par expérience avec IAM que que le marché étant changé, les maisons de disques, elles ont énormément de mal à suivre, et le travail avec les maisons de disques, même s'il n'a jamais été simple, l'est encore moins de nos jours,
vu qu'elles sont dans des optiques de rentabilité rapide, c'est-à-dire sur 3 ans, en moyenne, pour des gens qui sortent d'école de commerce, et non plus forcément qui ont une formation musicale ou qui ont une culture musicale. Tous ces changements-là, ça a affecté un petit peu la façon de travailler, la façon de sortir les albums, la façon de les travailler, la façon de les promotionner. À savoir que la scène est revenue au premier plan, c'est-à-dire que le meilleur moyen de promotion aujourd'hui, ça redevient la scène, ce qui avait disparu avec l'arrivée du net, avec le moyen de diffusion incommensurable que propose le réseau, et qui est une bonne chose en soi, tant qu'on ne tombe pas dans l'excès. Le problème, c'est qu'avec la quantité, forcément, la qualité en pâtit souvent. Voilà. C'est pour ça que la bonne chose, c'est qu'avec l'arrivée du net, avec le téléchargement, avec plein de choses, avec les changements de l'industrie musicale, avec plein de choses, on est revenu un petit peu à une période où il faut aller sur scène pour défendre ses albums. Et là, il y a une sélection naturelle qui s'opère. Okay. On va revenir un petit peu sur ton album. À l'heure de l'Ego Trip, tu restes humble sur ta carrière ou sur ta manière d'écrire. Oui. Est-ce que c'est un choix d'être à contre-courant ou est-ce que c'est une volonté d'un retour aux vraies valeurs? Il n'y avait pas de raison que ça change, il n'y avait pas de raison que, tu vois, que ça devienne différent. On continue à à placer la barre à un certain niveau pour nous-mêmes, en termes d'écriture, en termes de plein de choses. Et je pense qu'il y a une chose que je dis toujours, c'est que notre public, il est beaucoup moins indulgent avec nous qu'avec n'importe quel autre groupe de rap. Ce qui est une bonne chose, parce que ça nous oblige chaque fois à élever le niveau, à toujours vouloir aller plus loin, à toujours arriver différemment, et à pas forcément subir justement les différents critères qu'on rencontre au gré des modes et des phénomènes. Garder une ligne directive qui est toujours la même. Je pense que c'est pour ça que le groupe aussi a duré longtemps. C'est parce qu'on a toujours cette même vision de la musique. Après en solo, même si on est en solo, on reste quand même, on est une pièce de ce groupe, donc on reste quand même dans la même lignée de travail et de conception quand même. Et c'est vrai que dès le début, on a toujours trouvé qu'à partir du moment où on avait un micro et l'opportunité de dire plein de choses à voix haute, et que plein de gens nous entendaient, et que c'était un privilège qui faisait qu'on ne pouvait pas trop dire n'importe quoi, et on ne pouvait pas trop en faire n'importe quoi. Un haut-parleur placé au centre du viseur. Voilà. Je l'ai dit, ça me semble. Les mots sont la voix du cœur, le cœur une voix pour les mots. Parfois les bras portent la rancœur, les mains deviennent des marteaux. Quand ça confirme, tu le sais. Quand l'oreille pleure, tu le sais. Entendre des bizarres, tu connais. Bombe, c'est des faits. Virulent, c'est un fait. Aucune magie, ni de fait. On dit les choses comme on sait. Brut, c'est comme ça qu'on fait. En ce qui concerne ton album, le choix de la pochette peinte à l'acrylique, tu nous expliques ce choix? Ça, c'est un pote à moi qui a fait ça, qui s'appelle Njaga. D'ailleurs, qui aurait été bien à son aise dans les studios de la radio d'où je viens, puisque c'est une radio tropicale, donc très raga, lui, il fait partie d'un centre qui s'appelle Highlight, qui bosse de temps en temps avec Daginetti, dont j'ai eu des nouvelles hier, tiens. Ouais, et puis, excuse-moi, et puis... Bah, c'était sur la pochette. Oui, et donc lui est très doué, mais en plus, c'est rigolo parce qu'on se connaît depuis longtemps, et il m'avait dit, ouais, je peins des fois comme ça, il me l'a dit 2-3 fois, parce que je fais surtout du son avec lui. Et il m'avait dit 2-3 fois, ouais, je peins et tout, mais bon, voilà, sans plus, sans prolonger et tout. Et puis un jour, il m'envoie une photo, en fait, ce que je croyais être une photo sur mon téléphone. Je regarde, je dis, ouais, terrible photo et tout. C'est une photo extrait de Sparring Partner. Okay. Il me renvoie, c'est pas une photo, c'est une peinture acrylique. Ah. Alors, je l'ai envoyé à ma femme, j'ai dit, regarde. Elle me dit, ouais, elle est belle la photo. Je dis, non, c'est pas une photo, c'est une peinture à l'acrylique. Alors, on va faire la pochette de l'album avec lui. Et c'est parti comme ça. C'est ce qui t'a donné l'idée, quoi. Voilà. Bien. Peux-tu nous parler un peu du son Comme vous? Qu'est-ce que ça explique exactement? Je pense que ce morceau-là, en plus, il a failli, bon, il le sera tout, malheureusement, il est encore quelque part dans ce pays, mais il a failli l'être plus encore il n'y a pas longtemps, hier. Mais c'est très simple, hein, tout est dit dans le morceau. En plus, à Marseille, c'est une ville de différence, complètement. Et puis, ce morceau, je pense que il est applicable, c'est pas une question de couleur, il est applicable à tous les gens qui viennent d'ailleurs, qui sont, comme je l'ai dit, le fruit des 2 arbres déracinés, de la 2e génération, donc immigrés, pour ceux qui l'ont. Et il y a plein de gens qui peuvent s'identifier à ça, même de nos jours, même les derniers arrivés, puisqu'on sait qu'à Marseille, c'est la politique du dernier arrivé, c'est le dernier arrivé qui déroule, on le sait. Donc voilà, même si c'est pas, on sait que c'est bassement comme ça, on sait, les Italiens, tout le monde l'a vécu.
Donc voilà, et voilà, il s'inscrit complètement, vous savez que c'est un morceau qui s'inscrit complètement dans la ligne d'Ayam aussi. Pas seulement à cause du featuring, mais dans l'esprit, je pense, puis aussi pareil, là où je vis aussi. Et c'est un morceau qui est complètement encore dans le feu de la rampe. Mon fils même est métis. Je pense que dans Marseille, il y a de plus en plus de métis. C'est une ville portuaire, donc il n'y a que des gens d'ailleurs. Donc ce morceau prend tout son sens dans cette ville. Et en plus, moi ce que j'aime bien dans ce son, et ce que je m'y reconnais, c'est vraiment un son rassembleur. Ouais, il y a une connotation plus raga. Je disais tout à l'heure, c'est vrai que ça c'est mes influences, hein, les grosses basses lourdes et puis les rythmes un peu syncopés. Après voilà, des fois il faut juste la beauté de la boucle et il faut laisser la voix s'exprimer. Donc c'était pas la peine de rajouter des arrangements, de faire un rythme trop compliqué. Il fallait vraiment que les voix respirent et voilà. Okay. Tu veux nous parler un peu des personnes qui ont participé à la production de cet album? Ouais, il y en a plein. À l'inverse du premier, j'ai pas fait tout seul, j'avais pas envie. Dans le premier, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Dans le deuxième, il y aurait eu un confort malsain à le faire. C'est-à-dire que j'aurais produit, c'était facile de produire pour moi. Mais par contre, je ne suis pas sûr que ça m'aurait poussé, ça aurait poussé mon flow, ça m'aurait obligé à aller au-delà de mes limites. Le fait de prendre des sons ailleurs, chez d'autres producteurs, dont je connaissais bien sûr l'ensemble du travail quand même, et où j'ai quand même respecté mes goûts, il y avait un challenge à me dire, je vais dans votre univers, et sur les parties de votre univers où je vais me reconnaître, je vais me poser dessus. Et ne pas leur dire de produire un son spécialement pour moi. C'est toi qui t'as ce qui aurait donné, je pense, toute la même couleur de son. Donc là, le challenge pour moi, il était d'aller dans leur univers, en respectant mes goûts, et d'arriver à m'exprimer là-dessus. C'est pour ça qu'il y a plein de producteurs différents, certains ont travaillé sur Will of New York, on retrouve Imhotep, on retrouve AKH. Moi j'en ai fait quelques-uns aussi, je ne me suis pas privé quand même, parce qu'il y a le plaisir quand même. GRF, Sensei, Njaga, qui peintre mais qui fait aussi de la musique. Voilà, et puis Instruction de Paris, et puis voilà. Et puis à tout cela, j'ai réussi, je pense que voilà, le fait que ce soit aussi moi qui choisisse à l'intérieur de leur univers, ça donne quand même si c'est un album plus lumineux, ça donne quand même, et varié, ça donne quand même une certaine, il y a quand même une certaine cohésion quand même à l'intérieur de ça. Donc, et pour moi, il fallait qu'il y ait un challenge quand même quelque part, parce que voilà, sans prise de risque, il n'y a pas trop d'évolution, comme je le dis souvent, et que voilà, ce qui était intéressant, c'est d'aller chez eux. Parce que je pense que si je leur aurais dit de produire pour moi, je pense que j'aurais eu que des morceaux avec des violons, des pianos, des rythmes lents, et je voulais des trucs... bien sûr que c'est des instruments que j'aime, mais c'est surtout les atmosphères que j'aime. Et ces atmosphères-là, on peut les retrouver avec d'autres instruments aussi. Voilà. Donc je te disais que Carpe Diem dit que le rap et l'écriture est un couple qui traverse une crise. T'en penses quoi? Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que c'est juste parce que les préoccupations sont plus les mêmes, et ça vient aussi du fait que, voilà, c'est vrai qu'alors... je pense qu'à Marseille, très tôt, on a eu ce goût de l'écriture. Bizarrement, la danse à Marseille, à part, il y a quand même quelques groupes, quelques grosses écoles, et quelques gens quand même qui font des concours, des battles, des choses comme ça, de haut niveau. Pas non plus que je dise n'importe quoi, parce qu'il y en a plein. Mais c'est vrai qu'en termes de rap, très tôt, il y a eu plein de groupes de rap. Tout le monde est tombé directement dans l'écriture, et tout le monde avait à cœur de dire ce qui se passait, d'écrire des choses sérieuses, parce que si tu écrivais n'importe quoi, quand tu passais dans le quartier après... Oui. Tu perdais ta crédibilité. Je te disais, oh, qu'est-ce que tu dis là? Tu dis n'importe quoi, ou tu vois. Ah ben ouais, tu connais, c'est un 2-2. Donc voilà, il fallait pas non plus, tu vois, si tu dis, nous dès le début, si tu dis représenter quelqu'un, tu représentes, tu fais pas le hamar à la télé, tu vas pas dire n'importe quoi. Tu vois, déjà on a des clichés sur le dos, quand on est médiatisé. Donc dès le départ, on a super fait attention à ça, à notre discours, à ce qu'on voulait écrire. Et je pense que ça a entraîné, étant donné qu'on est les plus anciens, on n'était pas les seuls, parce qu'il y avait le soul swing radical, il y avait, tu vois, il y avait quand même, où on avait déjà des choix de sujets, on parlait de la ville, on parlait de nos problèmes, on parlait dès le départ, ça a été le journalisme urbain, quoi. Et je pense que ça a entraîné tous les groupes qui sont arrivés. Après il y a le Troisième Œil, l'AFF, tu vois, c'était des jeunes, mais ils avaient déjà des sujets quand même, ils avaient le côté festif, mais ils avaient aussi des sujets quand même très, très positionnés, très, tu vois. Et il y a toujours eu cette tradition de volonté d'écrire, de densité d'écriture dans la ville. Alors peut-être certains me diront que ça l'est moins. Moi, de ce que j'ai entendu ces derniers temps sur 2-3 groupes, je pense que ça tient encore la route. Il y a toujours, en tout cas, il y a toujours une partie qui a cette volonté-là d'avoir une densité dans l'écriture et de ne pas dire n'importe quoi, tout simplement. Kalash l'afro. Ouais, il y en a plein qui sont encore, qui tiennent, ouais, il y en a encore plein qui tiennent le pavé, quoi. Après, on ne demande pas qu'il n'y ait qu'un style de rap, mais on veut qu'il y en ait pour tous. Bien sûr. C'est clair. Donc il faut une médiatisation égale, je pense, des deux courants. Je pense que si le discours continue à s'appauvrir, il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays de lettres,
et où par tradition, encore plus maintenant après le vote, on est dans un pays où on aime les artistes qui écrivent et qui prennent position, qui ont des choses intéressantes à dire et qui voilà, donc je pense qu'il ne faut pas oublier ce détail, donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura toujours un goût quand même, un espoir et un goût du public vers ce genre d'écriture-là. Mais après, à quel moment cette facette-là du rap va être remédiatisée au même niveau que l'autre, ça c'est impossible à dire. Et il y a quelques années en arrière, on avait des émissions spé qui passaient dans les radios. Ouais. Donc un peu comme Couvre-feu ou même le BOSS de Joy Star. Oui. Ces émissions malheureusement ont été retirées des radios, enfin des médias. Oui. Es-tu nostalgique de ces... Oui, parce que ça faisait partie de la vie du hip-hop. C'était un médium que le hip-hop utilisait bien, et c'est vrai que dans le rap en plus ça fonctionne beaucoup par ce médium-là, même si des fois on en subit les inconvénients. Donc c'était bien, ça permettait, oui, c'était bien d'avoir nos émissions avec nos imports, oui, complètement. Après, le problème qu'on a rencontré, je pense que c'était toujours pareil, les annonceurs de pub qui ne sont pas trop d'accord avec l'auditoire que ce genre d'émission-là peut avoir. Il y avait DJ Club, c'est AKH aussi. Mais ça fait rien, c'est du rap. On a eu une émission il y a très longtemps avec Keops, Chill et moi-même. Ben, eux, ils en avaient eu une avant, les deux, puis moi je suis arrivé après. C'était la maison, c'était le bon temps, c'était la bonne énergie. On commandait à Rebel Juice à scène, quand il partait, on commandait les sandwichs pour qu'il nous remonte. Au micro en live sur la FM, tout le monde entendait les commandes de sandwich, prendre le kebab, entre deux morceaux d'import hip-hop. Et c'est vrai qu'on arrivait à passer des morceaux, jamais maintenant tu vas écouter, c'est pas possible. On arrive à passer des morceaux des morceaux extrêmes, du talibanisme hip-hopien, on va dire. C'est vraiment des trucs pas accessibles du tout. Et maintenant, alors que maintenant, on laisse tomber. Maintenant c'est régi par les annonces de pub. Donc les annonceurs qui achètent des pages de pub aux radios n'ont pas envie que leurs annonces de pub soient entendues par un certain auditoire. Le dernier en date qui a émis des regrets à ce niveau-là, c'était Lacoste. Par rapport au t-shirt, par rapport à la marque, par rapport au style de gens qu'il a porté, par rapport à... Le groupe Arsenic a fait une pub monstre pour cette marque. Pardon? Le groupe Arsenic, oui, à l'époque, était habillé des pieds à la tête en Lacoste, avait des posters, des bannières Lacoste. Oui, ouais. Mais... Maintenant, ils s'en plaignent. Ouais. Eli Hansen, pareil. Timberland, pareil. Ouais. Merci, les hip-hop. On a renfloué beaucoup de caisses. Hein. Quand même. Et si un jour, par exemple, un gros média, on va dire une chaîne télé, un peu comme, parce que je sais que tu écoutes beaucoup de rap US, donc il y a une chaîne qui s'appelle BET aux États-Unis. BET, ouais. Est-ce que tu es pour une chaîne comme ça en France? Bien sûr. Parce que moi je pense que c'est ce qui manque, en fait, pour vraiment faire évoluer Je suis d'accord avec toi, surtout qu'on l'a eu, mais après elle est devenue tout autre chose. C'était rapide. C'était très rapide. Moi j'ai connu la grande période d'MTV où vraiment ça envoyait du gros son et il y avait des bonnes émissions et tout. Et après d'un coup il y a eu 50 MTV, il y a eu des décrochages avec Londres, tu as commencé à te frapper des groupes, tu ne savais pas qu'ils existaient. Et puis c'est devenu, voilà. Maintenant ils ont diversifié encore, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu la grande époque de BET c'est toujours, mais ouais, des chaînes comme ça. BET, ils organisent par exemple le Hip Hop Awards. Tu te rappelles, il y a eu les trophées du hip hop qu'on faisait à l'Olympia. Ouais. C'était plutôt même une mascarade, on va dire. Oui. On peut pas en France faire... À croire que ça a du mal à s'organiser. Parce que, Victor de la musique, il faut pas attendre. Hein. Ouais, mais après, c'est toujours pareil. Tu regardes BET, il faut comparer ce qui est comparable. BET, c'est aux États-Unis. Regarde leurs sponsors, s'il te plaît. Mais non, bien sûr, on est d'accord. Regarde les sponsors. Tu les as vus, les awards du hip-hop? Tu as vu le truc? C'était 10 fois mieux presque que les victoires de la musique en France. Ouais, c'est vrai, non, je suis d'accord. C'était 10 fois, 100 fois mieux. C'était presque le festival de Cannes. Mais où tu as des budgets comme ça dans le hip-hop en France pour faire des trucs pareils? Rien que déjà pour les victoires de la musique. Là, par exemple, on prend les Grammy aux États-Unis. Les Grammy aux États-Unis, il y a quand même plusieurs secteurs en matière de hip-hop. Meilleure rappeuse, meilleur rappeur, meilleur clip vidéo, clip, urbain, machin. Nous, on nous regroupe dans des trucs urbains avec de la house et de la musique électro, avec des machins. Puis quand on rappe, voilà, ça a la qualité. Généralement, c'est jamais celui-là qui le mérite qui remporte. Voilà. Après, tout est là, tout est dit. Les moyens, les budgets, la volonté d'organiser vraiment quelque chose de gros, parce que ça voudrait dire, ça impliquerait, quand on en arrivera là, ça impliquera que
les détenteurs des plus gros médias en France réalisent que c'est une musique qui existe vraiment depuis longtemps, qui est une des musiques la plus écoutées dans le pays où ils évoluent et qui a un gros potentiel. Il y a une grosse prise de conscience de leur part effectuée d'un coup. Pourtant, il y a beaucoup d'artistes qui vendent beaucoup de disques. Exemple de Soprano. Bien sûr. Par exemple. Bien sûr. Donc, c'est dommage. Il y en a plein, mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y a même aussi en Allemagne, j'ai vu moi des festivals hip-hop où l'été dernier ils avaient ramené Snoop Dogg et Ice Cube et dans la regarde, mais je sais, ils étaient Section d'Assaut et Soprano aussi. Will of New York, ils y étaient. Voilà, c'est vrai aussi. Ils ont joué le soir de Snoop. Aussi. Mais nous, il y a 4-5 ans, ça fait 4-5 ans qu'on les fait chaque année. On a joué avec Jay-Z, avec Busta Rhymes, avec Mobb Deep. Ah, tu vois les concerts qu'ils ont là-bas. C'est ce que je disais, tu vois les concerts qu'ils ont là-bas, mais la question que je te pose, est-ce que tu as regardé les panneaux publicitaires, les sponsors, les affiches? Tu as vu qui c'est? Oui, bien sûr. BMW, Audi. On n'a pas les mêmes sponsors. Non, on n'est pas considérés de la même façon. Même en Allemagne, ils ont plus de considération pour la culture hip-hop voilà, qu'en France. Je t'entendre dire. C'est vrai. Qu'en France. C'est vrai. Tout est dit. Je voulais te demander, là dans cet album, tu as fait des featuring plutôt avec des MC en fait, alors le featuring, j'étais parti pour en faire plein. Mais au final, après, je me suis renfermé chez moi à écrire. Je trouve que j'ai un rapport à l'écriture qui est vachement viscéral, vachement Et quand je suis sorti de là, il y avait la plupart des morceaux qui étaient faits. Et dans mon style, dans ma façon de développer aussi dans l'écriture, j'avais du mal à extraire des couplets pour les remplacer par d'autres artistes. Donc c'est vrai que les featuring qui ont été faits à l'occasion. C'est l'occasion qui a vraiment, c'est les situations et les concordances de planning qui ont créé les occasions. Et comme tout le monde était sur des projets en parallèle, certains sur la route en même temps, certains, il s'est retrouvé que ça a été très dur de se bloquer pour tout le monde. Et donc l'un et l'autre faisant... Il y a eu des rappeurs français issus un peu de la scène marseillaise d'ailleurs. Hein. Ouais. Et on retrouve là maintenant, ça devient une nouveauté en France depuis 2 ans, des rappeurs français qui font des featuring avec des rappeurs américains. Ouais. Est-ce que toi, tu avais cette inspiration-là de le faire dans ton album ou c'était pas voulu? Et qu'est-ce que tu en penses toi de cette connexion? C'est sûr que si tu me demandes si j'en aurais fait, ouais, j'ai plein de noms, Nas, Busta Rhymes, bien sûr. Mais après, c'est vrai que, non, ça c'est pas, on a émis, l'hypothèse a été émise au début, mais on a très vite abandonné, enfin on a très vite passé à autre chose. Déjà, on n'avait pas le budget pour, et puis en plus, finalement, comme je te dis, la façon dont s'est fait l'album, sur la longueur, et puis voilà, comme tu l'as dit, on l'a fait complètement en indé, donc la période de gestation est justifiée par ce fait-là aussi, et qui fait qu'au final, non, ça a donné des featuring comme sur le premier, hein. Sur le premier aussi, à l'époque, il y avait plein de au départ. Puis finalement, je me suis retrouvé vraiment à écrire et à travailler avec des gens qui étaient proches de moi. Finalement, c'est ce que j'ai réitéré là, et je m'en porte pas plus mal. Cela dit, j'ai pas de regrets à ce niveau-là. Mais après, rien ne m'empêche de les faire sur des projets annexes, des projets. J'ai d'ores et déjà un featuring dans ce sens qui arrive, que je vais poser dans pas longtemps. Au risque d'y avoir Joe Budden d'ailleurs dessus, entre autres. Bien. Donc voilà. Mais ça, Redman. Méthode et Red, on n'arrête pas de se croiser dans des hôtels, donc c'est assez rigolo. On s'est croisé 2-3 fois sur des festivals dans des hôtels. Donc voilà, ça fait toujours plaisir quand on se voit. On n'a pas eu l'occasion encore, on n'a pas encore eu l'occasion de faire vraiment, de prendre vraiment le temps de se poser. Ouais. C'est sûr que c'est 2 MC avec lesquels on ne refuse pas un featuring, ne les connaît pas les gars. Puis il y a déjà une connexion. Il y a déjà une connexion de fait, ouais, mais après eux, après. On connaît que les Jekyll, on connaît les animaux, il faut les gérer au niveau planning, il faut les gérer. Il faut les gérer. Leur talent est à la hauteur de leur désorganisation. Ouais. Donc toi, tu es plus pour en fait les connexions. Moi, je suis très désorganisé aussi, mais ouais, pour rassembler tout ça au même point, voilà, il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus à l'avance. Et puis c'est juste que ça s'est pas fait, mais c'était pas non plus une fin en soi. Je pense que dans mon style d'écriture c'était pas non plus une fin en soi au final. Mais c'est une bonne chose quand même qu'il y ait des featuring français, américains qui arrivent de plus en plus maintenant. Je trouve, ouais, après c'est toute une question d'esprit, ça dépend comment c'est fait, dans quel état d'esprit c'est fait, quoi. Voilà, je pense que si ça part vraiment d'une envie de faire un truc ensemble qui déchire, des fois c'est pas plus dur que ça, hein. On a un bon feeling, on a envie de faire un morceau qui déchire pour le plaisir de faire un morceau, sans savoir sur quel support ou quelle plateforme il va sortir, juste parce qu'on a l'occasion de le faire, pour le kiff de le faire avec un artiste que tu écoutes d'ici et dont tu admires le travail, sur plein de... Je pense que c'est une bonne chose. Okay. Pour terminer, la dernière question, Joe. Ouais. Donc, Tous m'appellent Chou est sorti dans les bacs. Oui.
on a vu le premier clip Tous m'appellent Chou. Oui. Je voulais savoir s'il y aura d'autres clips et s'il va y avoir une tournée aussi pour défendre cet opus. La tournée, elle a déjà commencé. C'est une tournée qui va s'étaler sur la longueur, hein, puisque j'ai déjà joué le 23 à Lyon et le 26 à Valence. Non, le 21 à Lyon et le 26 à Valence. Là, j'ai le 19 à Montpellier qui arrive. Ensuite, je suis à Biarritz, Bordeaux. Je suis à l'Urbano Festival à Nantes. Et j'ai encore des dates en cours de calage, sans compter qu'avec Ayam, je suis pas mal sur la route aussi. Okay. Donc, je défends cet album-là sur... En plus, tu défends les deux, du coup. Ouais. T'avais pas fait de tournée pour aujourd'hui. Exactement, je joue les deux. Donc, ça donne un concert très intime, fort en émotion. Je m'attendais à ce que ce soit un concert plus basé sur l'adrénaline, avec des mois sur scène. Pour le premier album, déjà. Il y avait eu des demandes pour le premier album, mais encore une fois, c'était pas une volonté. Donc, je ne l'ai pas fait. Et puis, sur celle-là, ouais, ça l'était. Donc, voilà, c'est pour ça que j'enchaîne. C'est pour ça que, ouais, il y a déjà des dates décalées. Je vous défends sur scène, effectivement. Ok. Et pour les prochains clips de l'album? Prochain clip, écoute, je vous quitte, je me rends sur un tournage. Ok. Tu peux avoir l'info? Je peux pas te dire mieux. Là, je suis sur pour les sorties, je peux pas donner d'infos parce que ça risque de pas être dans le même ordre, mais là, je vais sur comme vous. Ok. N'oubliez pas, c'est pavé dans la mare, la famille. Voilà. Pavé dans la mare. Parce que c'est toujours comme ça que ça doit finir.